Bonjour et bienvenue. Puis d'abord, tous nos vœux à nos auditeurs et spectateurs de la bourse au quotidien. Pour une année 2015 qui démarre bien, entre guillemets, puisqu'en fait, on réalise tout simplement la plus mauvaise entame depuis l'an 2000, si on se fie aux 3 premières séances de l'année, et probablement la plus mauvaise entame également depuis 2008. Le CAC 40 est déjà à -5. Même s'il tente de se reprendre, il demeure extrêmement vulnérable. À Wall Street, on en est déjà à plus de 4% de baisse et surtout 5 séances de repli consécutifs. Eh bien, tout cela, bien sûr, alimenté, alors bon, par le Grexit, ça a déjà été beaucoup commenté, et bien sûr par la thématique pétrolière. Et bon, je vais essayer de faire un tout petit peu de pédagogie. Le baril est passé le mardi 6 janvier sous les 50, puis quelques heures plus tard sous les 48. Et ça confirme bien que depuis la cassure survenue sous les 75 $, il n'y a pratiquement plus aucun support graphique avant la zone des 40, voire des 37. Donc ça, c'est simplement une considération purement analyse technique. Mais enfin, il faut quand même savoir que des supports, pour l'instant, à part psychologique autour de 50, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, par quoi est alimentée cette chute du baril ? Naturellement, c'est l'Arabie Saoudite qui a ouvert le feu en refusant de réduire ses quotas, en essayant d'ailleurs même de faire, on va dire, des prix d'amis à ses meilleurs clients, dont les États-Unis. Cadeau empoisonné, car en vendant moins cher aux États-Unis, elle ruine littéralement les producteurs de pétrole de schiste. Mais surtout, l'Arabie prend le risque maintenant de déstabiliser des pays OPEP, même des voisins. Alors l'Arabie Saoudite a fait une déclaration qui est dévastatrice, mardi également, en expliquant que même à 20 $, ça ne change rien pour elle, elle est toujours gagnante. Bah oui, puisque au plus cher, le pétrole sort des puits saoudiens à 10 $ le baril et certains gisements sont à 5. Les Émirats, eux, produisent à 20 et plus. L'Irak, on est autour de 15-20. Et puis pour les autres pays, on monte très rapidement au-delà de 30, 40, 50 $. Et il y a des pays OPEP qui ne sont pas forcément des ennemis de l'Arabie Saoudite, des ennemis politiques s'entend. Donc l'Arabie Saoudite prend le risque de déstabiliser des pays endettés en dollars et dont la production pétrolière constitue pratiquement la seule ressource. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays-là ? Bien, si le prix du pétrole baisse et qu'ils ont des échéances de remboursement en dollars à honorer, ils n'ont pas le choix, il faut produire plus. Et quand vous prenez comme un pays comme la Libye qui est en plein chaos, où en fait on s'aperçoit que ce sont des factions, des chefs de guerre qui détiennent tel ou tel champ pétrolier, eux, eh bien, ils n'ont évidemment de compte à rendre à personne, ils peuvent ouvrir les robinets en grand et produire plus. Et on voit également que le Venezuela part en catastrophe, en mission de la dernière chance en Chine, pour essayer d'obtenir un soutien. Mais en tout cas, la chute du pétrole entretient quelque part une sorte de spirale baissière, puisqu'il y a des pays qui n'ont pas d'autre choix que de produire plus pour faire face à leurs échéances en dollars. Et c'est là qu'on comprend aussi ce que l'arrêt des injections de la Fed a déclenché. Plus d'injections, donc relativement, vous avez un dollar qui devient un petit peu plus rare, surtout beaucoup plus rare qu'un euro, dont on anticipe que la BCE va se mettre à injecter massivement. À partir du moment où le dollar se met à remonter, certains pays producteurs de pétrole se sont dit c'est plus la peine, effectivement, de le vendre à 100 $. On peut revenir à des prix peut-être plus acceptables économiquement. Et puis surtout, l'autre aspect, c'est qu'en cessant d'injecter, beaucoup de spéculateurs se disaient que faire de tout cet afflux de dollars. Alors, c'est évidemment des achats et de la spéculation sur toutes les dettes souveraines où il y avait encore un peu de rendement. C'était de la spéculation effrénée sur le high yield. Sur le high yield, bien sûr, dérivé de l'exploitation des pétroles de schiste, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui, bien sûr, ne se sont développées qu'à crédit. Donc vous avez toute cette masse de spéculation qui va exploser, c'était une bulle. Et puis vous aviez aussi des gens qui se disent
c'est tellement dangereux, tous ces produits dérivés, qu'il vaut mieux aller vers des actifs tangibles. Et vers quoi allaient-ils? Eh bien, ils allaient justement vers le pétrole, puis quelques autres matières premières, les métaux industriels, etc. Mais enfin, essentiellement le pétrole. Et c'est cette bulle qui éclate. Donc vous avez l'éclatement de la bulle des pétroles de schiste, l'éclatement qui est probablement imminent du high yield au sens large, vous avez l'éclatement de la bulle pétrolière, vous aurez l'éclatement aux États-Unis de la bulle immobilière dans le Dakota du Nord, au Texas et partout où on a commencé à forer des pluies. Voilà, bulle, bulle, bulle. On revit à peu près la même chose qu'en 2007-2008. Petit et de proche en proche, vous avez un effet domino. Et bien entendu, on ne va pas cesser de vous dire, jusqu'au jour où ça va éclater, que tout évidemment est sous contrôle et que tout va bien se passer en 2015. Nos amis grecs doivent déjà en rigoler.